Bonjour. Donc, je suis un architecte de 20 ans d'expérience qui travaille à Montréal pour une firme. Donc, je suis responsable de la firme. On est une quarantaine de personnes avec environ une vingtaine d'architectes à l'interne, quelques designers, des urbanistes et des techniciens personnels administratifs. Et on fait des projets de toute nature, mais on est surtout connu pour les projets dans le monde du logement social, communautaire. C'est large. Alors, quand vous dites la firme, qui est la firme justement Reside Labossière? Oui, donc Ron Reside, qui est le fondateur de la firme en 2000. Donc, la firme est Reside Labossière. Moi, je suis devenu associé donc là, à peu près une dizaine d'années. Puis, petit à petit, on est très connu. Donc Ron Reside, était très connu pour ses implications de toute nature dans les différents quartiers de Montréal, surtout les quartiers centraux, où on aidait des organismes communautaires à faire valoir leur voix, à se faire entendre. Il y a aussi toute une volonté de démocratisation des enjeux urbains par la participation des citoyens qui souvent ne savent pas comment traiter des enjeux macro d'aménagement urbain. Donc, comment leur donner des outils pour qu'ils sachent comment aborder, répondre, commenter, argumenter sur ce qui s'en vient dans leur quartier et comment ça va transformer leur mode de vie sans nécessairement être capable de se projeter dans 5 ans, 10 ans, 15 ans ou même 20 ans. Donc, c'est beaucoup ce que Ron Reside s'est donné comme mission. Puis c'est sûr qu'à travers ça, il y a beaucoup de mandats d'architecture, surtout. On a un peu des mandats aussi d'urbanisme, de planification urbaine, de nouveaux quartiers écologiques de plus en plus là, qu'on aborde. D'accord. Donc, votre firme, elle est impliquée dans la réalisation de plusieurs projets d'habitat social et communautaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez actuellement? Environ 90% de nos clients sont des organismes à but non lucratif. Donc, c'est vraiment une large part de nos occupations. C'est sûr que le grand pan qui nous occupe, c'est vraiment les projets d'habitation sociale. Donc, qui, avec le temps, on grossit. Donc, c'est sûr qu'on a quand même des tours là, de 10 étages. C'est des projets, on a plusieurs projets en route, en design présentement, qui sont des projets d'une certaine envergure. Et on aime bien, on a plusieurs divisions au bureau. On aime bien avoir quand même des divisions qui s'occupent des organismes qui les accompagnent, souvent des organismes qui doivent se relocaliser ou qui deviennent propriétaires et qui étaient locataires qui deviennent propriétaires. Donc, c'est sûr qu'on doit naviguer à travers les différentes subventions, les différents programmes et accompagner donc ces groupes-là. Fait qu'on est assez fiers de dire que notre pratique dépasse la simple pratique de l'architecture parce qu'on est vraiment dans un accompagnement serré de groupes de toute nature. Donc, c'est autant en toxicomanie, en itinérance, femmes en difficulté. On touche maintenant un peu plus les questions autochtones aussi. Donc, on travaille avec ces organismes-là pour les aider, dépendant de la nature, parce que des fois, c'est des bureaux, puis évidemment, c'est beaucoup du logement, mais comment on réussit à leur procurer des outils, mais après, comment ce qu'on va construire va être à l'image et répondre réellement à leurs besoins, donc pas avoir une construction générique. D'accord. Et du coup, quels sont les facteurs qui influencent le plus votre processus de design, de conception? Ça va paraître un peu bête là, comme réponse, mais c'est l'écoute. C'est de prendre le temps d'écouter, de prendre le temps de comprendre la nature spéciale des besoins que chaque organisme a. On s'habitue vite dans la construction ici en Amérique, le capitalisme ayant toujours préséance. On s'habitue vite à construire des choses très génériques, très répétitives, très fonctionnelles, efficaces, rentables. Et la chance qu'on a, donc le bureau a la chance de pouvoir travailler près de ces valeurs. Et quand on s'assoit avec des organismes, à la fin, des fois, on peut avoir l'impression que faire du logement social, c'est un peu une recette.
Mais on se rend compte qu'on peut travailler donc avec les organismes. Puis évidemment, les besoins en itinérance, comment des personnes qui sont à risque d'itinérance peuvent vivre dans leur logement, vivre dans les espaces communs. Ça sera pas la même façon que des femmes en difficulté. Ça sera pas la même façon que des personnes qui sont sorties de thérapie pour vaincre la toxicomanie. Donc, cet accompagnement-là, cette écoute, évidemment, ça se fait beaucoup à travers les espaces communautaires, comment les espaces communautaires se distribuent dans l'immeuble. Évidemment, il y en a. Donc, contrairement à du condominium habituel, on peut rêver. Tout le monde, évidemment, en veut toujours plus des espaces communautaires. On a des limites budgétaires, mais on peut réfléchir comment on les fait, puis comment ils peuvent avoir une grande importance, puis un grand impact sur comment les gens vont vivre leur projet, vont l'habiter, et ensuite comment ils vont agir à l'extérieur, donc dans l'environnement immédiat de la construction, mais évidemment à plus grande échelle dans leur quartier. Ok, donc justement, comment vous abordez les projets d'habitat social? Est-ce que vous les abordez différemment de vos autres projets? Oui, quand j'ai lu cette question-là, c'est drôle, je me suis posé beaucoup de questions parce que je peux comprendre que pour beaucoup de bureaux, ils font de la construction standard et il y a un petit peu de logement social. Alors moi, c'est l'inverse. On a beaucoup de logement social et peu de projets privés. Alors, je dirais que la réponse est à l'inverse. Je crois que nos projets privés sont influencés par la façon dont on fait notre logement social. C'est-à-dire que, je reviens à l'écoute, cette volonté-là de dépasser, disons, la simple demande d'espace. Est-ce qu'il y a combien il y a de chambres, combien il y a de salons, combien il y a de corridors communs, et voir qu'à chaque geste, quelle est l'opportunité qu'elle offre d'essayer de proposer une façon de vivre ensemble différemment, inclusive, écologique, durable. Donc, tu sais, j'ai la chance d'avoir des clients qui, systématiquement, peu importe le client, vont me demander comment faire mieux, plus vert, parce que c'est pas l'enjeu financier qui dicte la règle, qui dit, OK, dis-moi, est-ce que je fais 200 000 $ de profit sur ce projet-là, ou j'en fais 300, ou j'en fais... Donc, ce que des promoteurs privés souvent vont avoir comme réflexe, comme calcul, puis on peut le comprendre, mais mes clients n'ont pas ce réflexe-là. Donc, ça amène à voir les choses différemment. Puis, c'est comme ça qu'on aborde les projets en disant, OK, est-ce que ceci améliore mieux la qualité, le fameux vivre ensemble, le milieu de vie complet, nommer toutes les expressions qu'on connaît et qu'on utilise. Donc, c'est avec ça qu'on travaille, et on peut réellement pousser l'idée, la réflexion plus loin en disant, est-ce qu'une toiture verte dans ce projet-là est intéressante? Est-ce que les gens aient accès à cette toiture, la vivent, l'expérimentent, profitent des vues que ça offre? Est-ce que c'est vraiment un plus ou pas? Puis, donc, c'est beaucoup comme ça qu'on aborde chacune des questions. Le programme Axélogie, le programme en fait d'aide et de soutien au développement de l'habitation sociale et communautaire sur l'ensemble du territoire de la ville. Et la Ville de Montréal a entrepris dans la dernière année un processus de révision de ce programme afin de l'adapter là au nouveau contexte de réalisation de ce type de logement. J'ai eu la chance d'être appelé par la Ville de Montréal. Nous, on travaille beaucoup avec les groupes de ressources techniques, tous les groupes de ressources techniques qu'il y a à Montréal, donc les GRT, comme on appelle ici. Donc, eux accompagnent les groupes et font le lien avec la Ville de Montréal, la Société d'habitation du Québec pour les subventions. Et nous, évidemment, on traduit ces besoins-là donc en bâtiment. Et le guide et l'outil, donc le guide Axélogie, qui est produit à la base par Québec, mais qui a été repris et transformé par la Ville de Montréal, et la base de quelle grandeur, quelle largeur, quelles sont les prescriptions que nous devons suivre lorsqu'on fait du logement social. Alors, on m'a appelé en me disant qu'on voulait le mettre à jour. Alors, évidemment, on a accepté parce qu'on travaille énormément avec ce guide-là et on trouvait qu'il y avait plusieurs choses
mal écrite et mal dite. Donc, il fallait en profiter pour faire une belle mise à niveau. Quelles sont vos attentes face à ce nouveau guide qui va être adopté au cours des prochains mois? Donc, je pense que le guide avait, ou en tout cas le programme Axiologie a presque 30 ans ou autour de 30 ans. Puis, c'est sûr que j'ai participé à plusieurs ateliers donc de réflexion sur le programme. Et je pense que comme tout programme, il y a toujours une volonté. On balance toujours entre le prescriptif et la liberté ou, disons, les objectifs de performance. Et souvent, le processus peut s'encrouter dans des prescriptions qui ne sont plus nécessairement à jour ou qui ne sont pas tout à fait représentatives du réel, qui ne sont pas représentatives des défis de design d'aujourd'hui. Alors, c'est de faire un mélange entre est-ce qu'il y a moyen de mieux faire les choses, est-ce qu'il y a moyen que ça coûte moins cher, est-ce qu'il y a moyen d'augmenter la qualité, est-ce qu'il y a moyen de l'aligner avec les objectifs de développement durable que la Ville s'est donné, donc grosso modo le zéro carbone là, pour, je ne sais même plus si c'est 2030 ou 2050, mais en tout cas dans ces 2050. Donc, et il y a les grandes volontés d'accessibilité universelle, donc de pouvoir, d'être sûr que ce qu'on construit soit pour tout le monde, donc soit vraiment aux personnes avec évidemment des problématiques de mobilité, mais de toute nature. Donc, on est vraiment dans de la grande inclusivité. Alors, c'est ça le défi. Et c'est ce que ça se voulait être. Et je suis content de dire, je suis assez fier de dire qu'on a réussi à faire de ce guide-là quelque chose, selon moi, qui est beaucoup mieux écrit, logique, rigoureux, et en même temps qui atteint ces objectifs-là. Donc, tu sais, les volontés d'exclure, par exemple, tout combustible fossile des projets. Donc, évidemment, là, il y a des règlements aussi, parce qu'évidemment, la Ville de Montréal elle-même se dote de réglementation. Donc, aussi, il y a une espèce d'arrimage à faire entre la réglementation, parce que le guide d'axiologie a toujours été quand même assez d'avant-garde en termes de performance énergétique sur d'autres réglementations. Mais la Ville, petit à petit, évidemment, la Ville, son règlement s'applique à toutes les constructions. Donc, il faut s'assurer qu'on demeure à l'avant. Selon moi, le logement social, on a cette chance-là ici au Québec que le logement social soit quand même vu comme pour moi, un progrès sur la construction en général. En même temps, il y a toujours des défis d'être compétitif, mais on veut quand même avoir une marche d'avance et je pense que le guide réussit à le faire aussi. Est-ce que vous pensez qu'il y a une plus-value à l'inclusion d'un architecte ou d'un designer dans la démarche de révision? Oui, absolument. Je pense que à la Ville, il y a beaucoup d'architectes à l'interne qui regardaient le guide. Je pense que c'était hyper compliqué et on le voyait, les guides qui provenaient de Québec, où justement les enjeux d'inclusivité, d'environnement étaient éparpillés dans le guide. Et donc, pour quelqu'un, parce que le guide, à qui il sert essentiellement, c'est au concepteur. C'est à l'architecte qui doit le lire, qui doit dire, OK, voici les pièces. Lorsque je suis dans des appartements qui doivent être adaptables, donc ultérieurement pour quelqu'un qui viendrait l'habiter, mais il y a une séquence logique à faire les choses. Et le guide n'était plus logique. Le guide n'était plus... donc, tu pouvais le lire et trouver les réponses, mais ça devenait presque un livre... chercher, c'est quoi donc les livres, là? Chercher Chercher la page 8 pour savoir si vous avez tel outil, là. Une espèce de livre que je lisais dans mon adolescence. Puis, donc, c'était devenu un peu chaotique. Puis, dans les entretiens qu'on avait eus, l'idée, c'était de dire aussi, on veut que le programme Axiologie ait toute la souplesse qu'il faut pour que les concepteurs puissent injecter de l'intelligence dans les projets et de dire, ben, selon tel site, tel endroit, telle orientation, tel programme, tel client, est-ce que le programme peut s'ajuster à la clientèle plutôt que l'inverse, une clientèle qui doit s'ajuster au programme qui, des fois, n'a pas de lien direct avec ce que la clientèle veut faire, puis les interventions qu'elles font auprès des personnes, des usagers qui occupent. Donc, je pense que c'est un immense brassage d'idées, puis en refaisant carrément la table des matières, en refaisant la façon de le travailler, je pense que maintenant,
la personne pour qui le guide était fait, c'est-à-dire le concepteur, peut beaucoup plus simplement. Donc, on pense à des jeunes architectes qui voudraient faire du logement social aussi. C'est beaucoup plus facile de suivre la liste et de dire, OK, voici ma marge de manœuvre, voici mon autre intervention de ce point de vue-là, voici comment, et je navigue à travers ça pour faire le meilleur projet qui soit. Donc, l'objectif n'est pas de respecter des règles, mais l'objectif est que la construction soit intelligente et qu'elle réponde à toutes les considérations auxquelles on veut qu'elle réponde. Donc, pour boucler, on remet la perspective usagée au cœur de la démarche. C'est ce qui est perspective usagée autant qu'utilisateur du guide qu'usager de l'habitat, qui est un peu la dimension design et le rôle du design. Mais absolument. Puis, je le disais en entrée d'entrevue, notre pratique dans notre firme est beaucoup basée sur l'écoute. On écoute beaucoup les organismes, puis chaque organisme a sa particularité, sa volonté de faire les choses d'une certaine façon, son intervention, comme tantôt j'en parlais un peu, mais intervenir auprès d'une femme qui vit une situation de violence, c'est pas intervenir auprès d'un toxicomane qui est en train de se sortir de sa toxicomanie ou d'un itinérant qui ne veut pas retourner dans la rue, mais il peut presque se sentir plus sécurisé dans la rue. Donc, chaque intervention est différente. Et là, quand on passe plus de temps à lire un guide pour se demander si la largeur de la chambre est suffisante, plutôt que de dire cette personne-là en itinérance a besoin d'avoir un logement peut-être plus petit parce qu'elle va se sentir moins désorientée que dans un grand logement. Cette personne-là a besoin d'un accompagnement, de sentir qu'il y a quelqu'un qui peut l'aider, mais qui ne la surveille pas. C'est vraiment des petits détails, mais le guide devenait plus lourd qu'effectivement ce que l'usager avait besoin. Donc, en réussissant à alléger le guide et en remettant absolument l'usager, l'humain, au cœur de cette réflexion-là, donc de design, mais cette réflexion-là d'accompagnement du projet, je pense c'est un grand pas qui va aider à faire du meilleur logement social, puis qui va aider, parce que le logement social, souvent on le voit pas comme ça, mais c'est quand même souvent la première pierre dans des quartiers qui ont besoin de se réanimer, se redynamiser. Moi, je crois évidemment, j'y crois là, mais je crois beaucoup à l'impact du logement social pour aider un quartier, pour changer son image, pour changer sa dynamique. Et le bâtiment a cette fonction-là, donc il a une fonction très intérieure, évidemment, avec les personnes qui y habitent, mais il y a après comment ces personnes qui y habitent vont agir dans le quartier. Et donc, en réfléchissant plus à ça qu'à la largeur d'un garde-robe, ben, je pense qu'on atteint beaucoup plus l'objectif de ce qu'on veut que le logement social fasse aussi comme impact dans notre ville. Bien, merci beaucoup, Antonin, pour ces réponses. Je pense que ça complète notre petite section d'entrevue.